Et si l'âge n'était pas une limite, mais une opportunité d'avancer. Et si l'âge n'était pas une limite, il n'est jamais trop tard pour briller. Viens danser, viens danser. Viens danser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 d'Ose ta différence, dédié à l'âge et toutes ces croyances que l'on peut se poser souvent comme des limites. Les temps changent. Je vous parlais dans l'épisode précédent du fait qu'on allait devoir travailler, mine de rien, un peu plus longtemps qu'à présent, sauf carrière longue. Et c'est intéressant de se projeter avec cette perspective. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoignage. Mais avant, je voulais vous dire quelques mots. Il y a 10 ans, on parlait du syndrome des quinquados. Ces quinquagénaires qui retrouvaient comme une espèce d'adolescence. On a parlé aussi d'adolescence. En fait, d'après une étude Ipsos, une enquête Ipsos, on a vu qu'à 50 ans, on avait l'expérience et la maturité de son âge, mais le désir et les rêves de sa jeunesse. Nous pourrions donc nous donner comme une seconde chance. J'ai envie de vous partager aujourd'hui l'expérience de Bruno qui va vous éclairer sur le fait de comment on peut lâcher une carrière de responsable dans la distribution pour vivre sa passion de caviste en Sarthe. Donc je vous propose d'écouter cette interview que j'ai faite avec Bruno et qui vous donne des clés intéressantes sur son parcours. Bruno, raconte-nous. Là, moi, je suis rentrée dans le magasin. Il y a plein de bouteilles partout. On est donc chez un caviste. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu qui es-tu, ce que tu fais, qui est le caviste. Tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Bruno Follonneau. J'ai 57 ans. Je viens d'ouvrir une cave à vin sur la commune d'Écomois depuis le mois de janvier 2023. Auparavant, j'étais responsable dans la grande distribution dans le rayon alimentaire, où j'ai fait une carrière dans différentes enseignes et sur lesquelles j'ai évolué dans différentes villes. Il y a 3 ans maintenant, j'ai voulu changer d'orientation et j'ai profité d'une rupture conventionnelle collective de mon entreprise pour pouvoir faire de la formation sur quelque chose qui me passionne depuis des années, à savoir le monde du vin. Je suis retourné à l'école, sur le lycée de Montreuil-Bellay, pour faire une formation d'1 an dans la commercialisation des vins. Et à l'issue de cette formation, j'ai obtenu mon diplôme, ce qui m'a ouvert les voies pour pouvoir ouvrir mon propre commerce, à savoir une cave à vin. Après des recherches de reprise de cave à vin, j'ai décidé de créer ma propre entreprise il y a à peu près 1 an et demi. S'en est suivi des formations auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, des recherches de partenaires, de fournisseurs, de vignerons, l'aspect financier avec les banques et tout ce qui était pour les formalités, on va dire, avec les administrations. Comment ça s'est passé? Là, tu dis, j'ai eu des formations, j'étais à la chambre de commerce et tout. L'accompagnement que tu as eu, comment tu as perçu cet accompagnement des institutions? À la fin de ma rupture conventionnelle, j'ai été accompagné par le Pôle emploi, avec lequel on a pu envisager des formations avec la CCI et aussi avec la CMA pour pouvoir parfaire le parcours de chef d'entreprise. Parce qu'il faut s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir créer son entreprise, des avocats, des comptables, des banquiers, avoir des retours d'expérience d'autres chefs d'établissement et de chefs d'entreprise. Ce qui fait que si on n'est pas au contact et prendre
la mesure de tout ce qui nous attend pour pouvoir assurer les multiples casquettes qui incombent au chef d'un magasin. C'est quoi le déclic qui a fait que de la grande distribution, tu te diriges vers caviste? Donc c'est vrai que j'ai eu un parcours unilatéral dans la grande distribution dans lequel j'ai pu faire différents postes. Et je pense que j'étais arrivé au bout d'un cycle, car c'est très enrichissant, très prenant, et du coup, c'est aussi un peu usant à la longue. Après pratiquement 30 ans dans la grande distribution, je pense que j'étais sur un point où je commençais à m'essouffler, où je ne trouvais pas une certaine vitalité pour faire tout ce qui m'était demandé. Et l'opportunité, même si j'y réfléchissais depuis déjà 2-3 ans pour changer un petit peu de voie, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la rupture conventionnelle collective pour pouvoir partir avec, on va dire, quelques avantages et de pouvoir avoir une formation diplômante pendant 1 an. Ce qui fait qu'on s'investit à fond dans notre changement de carrière et on n'est pas préoccupé par le fait de ne plus avoir de salaire, de ne pas savoir où on va être demain. Donc ça, c'est le côté assez rassurant. Après cette formation qui a duré donc 1 année, ça m'a permis de développer du relationnel avec des professeurs, avec des vignerons. On a fait des stages aussi avec des chefs d'entreprise, ce qui fait que ça nous ouvre un petit peu à notre métier de demain. Et ce qui m'a, moi, convaincu, c'est vraiment de tenter l'aventure tout seul dans un premier temps pour vraiment m'éclater à tout créer, quoi. Qu'est-ce qui a été facile là-dedans? Ce qui est facile, c'est que quand on a la volonté de réussir, ça paraît déjà beaucoup plus simple. On ne regarde pas ni le temps, ni l'argent. On voit tout plutôt du côté positif. Donc, ce qui fait qu'on avance, je trouve, assez rapidement dans tout ce qui est recherche pour avoir tous les éléments pour aboutir au projet qu'on s'est fixé. Et du coup, quels obstacles tu as rencontrés? Alors, sur les obstacles, je dirais une certaine lenteur de tout ce qui est dossier à rendre, que ce soit au niveau des banques, mais plus généralement au niveau de l'administration pour avoir les autorisations d'ouverture du magasin. Il y a beaucoup de petites formations qui viennent s'ajouter et souvent on les découvre au dernier moment, ce qui fait qu'on est obligé de stopper ce qu'on était en train de faire pour pouvoir faire une formation. Par exemple, moi j'ai fait une formation pour les méfaits de l'alcool, de l'alcoolisme, pour pouvoir prévenir mes futurs clients. Mais c'est vrai que les lenteurs administratives avec les CERFA qu'il faut remplir une fois à la mairie, une fois à la préfecture, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, on est tributaire des commissions qui se réunissent en moyenne tous les 2 mois. Donc il vaut mieux passer et avoir les accords la première fois, autrement ça repousse de 2 mois. Et c'est vrai que ça peut être problématique lorsqu'on a commencé à lancer notre projet. Comment est-ce qu'on fait pour patienter, du coup, pendant ce temps-là? Alors, pour tout vous dire, j'ai eu de la chance. Tous les dossiers que j'ai préparés ont été validés dès la première fois. Et ce qui est bien pour moi et ce qui m'a permis de ne pas non plus patienter pendant 2 mois. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps pressé d'ouvrir le plus rapidement possible une fois qu'on a commencé à rembourser le prêt, à être dans notre date, on va dire, d'ouverture qu'on s'est fixé dans la tête. Et c'est vrai que ça peut être des grains de sable lorsque c'est pas accepté du premier coup. Et ça remet un peu en cause toute notre stratégie pour l'ouverture, tout ce qu'on doit communiquer sur l'ouverture d'un nouveau commerce, se faire connaître. Et tout ça, ça demande un certain timing et il ne faut pas se laisser avoir par le temps, quoi. Justement, j'allais te demander quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un
qui voudraient faire comme toi et se lancer, peu importe le domaine, mais pour bien appréhender ce moment et cette période? Alors, il faut être volontaire, il faut être à l'aise avec les personnes dont on a besoin pour ouvrir un commerce ou une entreprise. C'est très important d'avoir des avis d'anciens chefs d'entreprise avec qui on peut échanger et surtout profiter de la Chambre de commerce et d'industrie, de la CMA, pour vraiment avoir les bonnes relations avec les bonnes personnes et vraiment ensuite travailler, je veux dire, pas 24 heures sur 24, mais travailler très très durement pour aller le plus vite possible. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est en fait pas y aller tout seul. Et vraiment l'importance d'être bien entouré, que ce soit chambre de commerce, mais aussi ceux qui ont la même expérience, enfin qui ont eu une expérience similaire. C'est ça que je retiens. En parlant d'entourage, comment ça s'est passé avec l'entourage? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes? Il peut y avoir des inquiétudes dans certains membres de la famille. Je pense à ma mère. Avec mon épouse, il n'y a pas eu de soucis. Donc, elle était à fond derrière moi. Et ce qui est important, c'est qu'elle me faisait confiance. Donc, partant de là, moi, ça ne m'a pas du tout ralenti dans ce que j'avais à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la motivation est quand même la chose la plus importante. Et quand on est entouré aussi, il faut être entouré de sa famille. Et donc, c'est un projet vraiment qui, moi, m'a reboosté par rapport à ma fin de carrière dans la grande distribution. Le choix du vin, c'est venu comment? C'est vrai que c'est un peu facile pour moi parce que j'ai une carrière dans la grande distribution alimentaire et tendance liquide. Donc je m'occupais déjà des softs, des eaux, des jus, des alcools forts et du vin. J'étais chargé aussi de préparer des catalogues régionaux, donc ça me demandait d'aller voir déjà des vignerons et de préparer des foires au vin pour différents magasins de la région. Donc c'est vrai que le transfert entre ma passion et le fait de démarrer en indépendant a été relativement assez facile, mais j'ai quand même voulu faire une formation pour vraiment bien connaître le marché du vin. Tu disais tout à l'heure, moi j'intuite, bien au-delà du vin, bon, je suis venue te prendre une ou deux bouteilles ici, donc j'ai déjà vu l'accueil et presque la personnalisation du service. Tu disais, j'ai fait une formation aussi pour les méfaits de l'alcool. En quoi ça te sert, ça, dans ce que tu fais? Alors c'est certainement le bienfait de cette formation, c'est concernant la réglementation. Il faut vraiment qu'on soit au courant de tout ce qui est réglementaire pour la vente aux mineurs, les moins de 18 ans, les quantités d'alcool que l'on peut vendre aux clients. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer et la formation est là pour nous le rappeler. Tu as été confronté ici, là, depuis que tu as ouvert une problématique par rapport à ça? Alors, je dois avoir de la chance parce que depuis que j'ai ouvert le commerce, je n'ai que des bons clients et avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Et non, j'ai aucun problème de personnes qui seraient un petit peu trop véhémentes avec moi. Il n'y a pas du tout. C'est vraiment très très cordial. Il y a beaucoup de sympathie entre les clients et puis moi. Et non, aujourd'hui, j'ai zéro problème. Super. Bon, je pense que c'est lié aussi beaucoup à... On dit qu'on attire les clients, voilà, ils viennent vers nous en fonction de qui on est. Donc, il doit y avoir quelque chose dans l'air, dans ce que tu dégages et dans... voilà, en étant cliente moi-même, Est-ce que tu as ressenti? Oui. Je pense que c'est la base. Hein. C'est la base d'être... déjà accueillant, d'être à l'écoute des clients, de leur donner des conseils et ensuite de trouver le meilleur choix possible pour eux.
Bruno, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, justement, c'est quoi ton quotidien, comment ça se passe ici, et quand on arrive, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc dans la cave à vin, chez Bruno, on trouve beaucoup de vins locaux avec qui j'ai des contacts assez régulièrement. Je vais sur place pour rencontrer les vignerons. Je regarde comment ils travaillent, j'écoute leur discours, leur philosophie de travail, ce qui me permet après en magasin de retranscrire à mes clients la vie de cette bouteille qui est arrivée dans ma cave. Et ça commence par la vigne, la taille de la vigne, les vendanges, la vinification, la mise en bouteille. Enfin, tous ces aspects qui font qu'on peut apporter une certaine richesse au vin en complément pour mes clients. Ensuite, je fais également des spiritueux qui comprennent des whiskies et des rhums. Alors j'essaye de trouver des rhums et des whiskies qu'on ne trouve pas même dans d'autres caves. Ayant l'étiquette d'indépendant, je peux travailler avec qui je veux et ça, pour moi, c'est une grande chance de pouvoir proposer des choses nouvelles et innovantes pour mes clients. Comment tu fais tes sélections ? Alors j'aime bien quand je découvre un vigneron qui m'intéresse, que ce soit au travers d'une foire ou en étant allé le voir directement chez lui, c'est de travailler pas un seul produit et de voir la diversité qu'il peut apporter dans ses vins. Donc j'aime bien avoir au moins 3-4 vins de chaque vigneron pour avoir une palette et pouvoir proposer une gamme plus importante que de faire des one-shots sur un produit. Mon intérêt est vraiment d'apporter et de prouver la signature d'un vigneron par rapport à ces produits qu'il me propose. Fort de cette expérience-là que tu as, si on résume, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer ? Alors le conseil numéro 1, ça sera sa motivation, son envie de réussir. Le conseil numéro 2, ça serait de profiter des expériences antérieures qu'il a pu avoir pour pouvoir rebondir, et je pense que ça peut l'aider à créer de nouvelles choses. Et la troisième chose, c'est d'être bien entouré. Il faut des personnes avec qui on a confiance et qu'on puisse vraiment travailler main dans la main. Voilà, je remercie Bruno de nous avoir partagé son chemin. À l'écouter, j'ai comme... Moi, il me donne l'énergie, la pêche et le fait que ça peut redonner de l'espoir et se dire que finalement, même après 50 ans, tout est possible. Donc, j'espère que ce partage vous aura inspiré. Et si, comme Bruno, vous avez avancé et vous êtes dans une passe où vous demandez... vous avez l'impression que vous ne vivez pas tout à fait une activité vibrante et que vous réfléchissez à comment faire autrement, ou vous avez des rêves parfois qui viennent vous chatouiller, j'ai envie de vous dire, inspirez-vous, réécoutez, et puis peut-être venez écouter les épisodes précédents. François Tsingli, qui est professeur de sociologie à l'université de la Sorbonne, disait que sans projet, on devient vieux. Alors si vous êtes à une étape où les projets semblent derrière vous, que vous pensez qu'il est bien trop tard pour commencer un nouveau départ, j'ai envie de vous dire, questionnez-vous et demandez-vous s'il n'y aurait pas au fond de vous comme une passion qui sommeille. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, prenez rendez-vous sur mon site et je me ferai un plaisir de vous éclairer. Si vous avez aimé ce témoignage, partagez-le. Et si vous voulez être informé du prochain épisode, abonnez-vous. À très vite.